si on essaye de donner du sens à cet événement, il y a une irritation, plus qu'une irritation, il y a une exaspération, il y a une colère terrible chez les Iraniens de se sentir entourés maintenant d'alliés d'Israël. Michel Thoman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin à Paris. Alors je le disais, nous avons plusieurs dossiers à évoquer ce matin. Le premier, c'est le dossier de cette attaque contre un cargo qui battait pavillon des îles de Bahamas, mais qui est en propriété d'un homme d'affaires israélien, Rami Unger, et l'on estime en Israël que cette attaque, il a été bombardé, ce paquebot, ce cargo, et on estime que cette attaque a été réalisée par les Iraniens de manière délibérée en ciblant une cible israélienne. Vous pensez que c'est effectivement le cas, qu'il n'y a pas de hasard, que c'est effectivement la volonté des Iraniens actuellement ? Alors écoutez, moi je ne peux pas remettre en cause les informations que vous venez de donner. Je ne suis pas mieux placé que les autorités israéliennes pour donner ces informations. Oui, c'est probable, c'est possible que ça vienne des Iraniens. La question est de savoir si c'est un acte délibéré, ou si c'est un acte délibéré. Ou si c'est un tir qui a été qui est parti un peu comme ça qui est mal arrivé, voilà, si la cible n'était pas visée explicitement, et puis surtout si c'est l'armée iranienne en tant que telle ou si c'est une milice, mais dans les deux cas ce serait une manière des Iraniens, alors pas forcément du gouvernement iranien, mais de certaines factions iraniennes, de dire aux Israéliens vous n'avez rien à faire dans le Golfe. Et c'est ce qui donnerait un sens finalement à cette attaque un peu bizarre, qui n'a pas causé de mort, qui est quand même une attaque low cost. Oui. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort, mais c'est une attaque low cost. Petite riposte de la part des Iraniens. Et ce serait une manière de dire non, vous n'avez rien à faire là. Et c'est vrai que si on essaye de donner du sens à cet événement, il y a une irritation, plus qu'une irritation, il y a une exaspération, il y a une colère terrible chez les Iraniens de se sentir entourés maintenant d'alliés d'Israël. Oui. Parce que jusqu'à présent, Israël était une puissance considérée comme maléfique pour le régime islamique iranien depuis sa fondation, en 1919, mais une puissance lointaine. Seul le Hezbollah était à proximité d'Israël. Et puis les gardiens de la révolution qui sont maintenant basés en Syrie. Mais là, des pays qui sont aux portes de l'Iran, on voit les côtes iraniennes quand on est au Bahreïn ou quand on est aux Émirats arabes unis. Ces pays-là sont alliés d'Israël. Des forces militaires d'Israël peuvent demain se trouver là. Une alliance militaire, une sorte d'OTAN du Moyen-Orient, où Israël jouerait le rôle que les États-Unis jouaient jadis en Europe face aux Unions soviétiques. Donc les Israéliens joueraient ce rôle de protecteur des pays arabes. Israël devient de David du Moyen-Orient, Israël devient le Goliath qui protège le monde arabe. Donc c'est évidemment cette situation qui exaspère les Iraniens, le régime iranien. Est-ce que c'est cela qui explique cet acte, peut-être, ou est-ce que cet acte est beaucoup moins pensé, beaucoup moins expliqué que j'essaye de le faire maintenant, je ne sais pas. Mais c'est sûr. Mais c'est pas difficile, Michel, c'est pas difficile pour les Iraniens de rentrer sur Internet et de voir qu'il y a des pavillons, qu'il y a des cargos qui partent d'Eilat, par exemple, qui passent par le détroit par la mer d'Oman et qui transportent des marchandises israéliennes. Ça existe depuis longtemps. C'est juste en face de chez eux, donc c'est tout à fait possible. Mais simplement, est-ce qu'ils cherchent l'escalade? C'est ça la question. Est-ce qu'ils cherchent l'escalade ou est-ce qu'ils cherchent, comme ils font depuis 2 ans, 3 ans, des ripostes graduées, symboliques, voilà. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que c'est un message dirigé uniquement vers les Israéliens ou alors il y a aussi dans cette attaque une volonté de lancer une sorte d'avertissement aux Américains qui sont sur la voie d'un retour à la table des négociations en vue d'un autre accord, c'est-à-dire en disant nous revenons à un accord mais nous resterons fermes sur nos acquis? L'avertissement aux Américains, il a été lancé, je dirais, de manière un peu rituelle, avec les requêtes lancées contre l'ambassade américaine l'autre jour. C'est le niveau de riposte dont sont capables les Iraniens. Il faut quand même voir que jusqu'à présent, sur le plan militaire, les Iraniens ne sont pas du tout au niveau de leurs adversaires.
au niveau d'Israël et au niveau des États-Unis. Après la mort de Soleimani, donc qui était quand même le grand chef des gardiens de la révolution et le grand exportateur de la domination iranienne sur l'Irak, sur le Liban, la Syrie, etc. Un des grands chefs du régime, les dirigeants islamiques iraniens se sont multipliés en déclarations disant qu'ils allaient détruire l'Amérique, qu'ils allaient détruire Israël, et finalement ils n'ont fait que quelques petites attaques contre des bases américaines en Irak. Là, la riposte américaine a été d'un certain niveau. Je dois dire qu'ils ont peut-être été surpris parce que Biden, qu'ils sous-estimaient peut-être, bien qu'ils soient peut-être mieux renseignés qu'on l'imagine, ils sont quand même ce sont des gens intelligents et ils ont parmi eux des gens très bien informés sur ce qui se passe en Occident. Biden n'est pas un pacifiste bêlant, hein, loin de là. La riposte américaine a été très dure. On annonce au moins 17 morts en Syrie. C'est une riposte qui n'a pas pu se faire à mon avis, sans l'accord de la coalition, sans l'accord des Russes. Donc, sans l'accord des Russes, c'est ça, oui. Ça prouve quand même l'isolement des Iraniens. Hein. Donc là, on est dans un jeu de dupes des deux côtés. On dit qu'on veut aller à la table de négociation. Personne ne veut y aller, évidemment, la tête basse. Hein. Mais moi, je vais vous dire, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les Iraniens veulent vraiment la levée des sanctions ? Je n'en suis plus certain aujourd'hui. Pourquoi pas ? Je n'en suis pas certain. Ils le demandent, mais faisons un test. Jouons totalement, faisons de la fiction. Imaginons que vous et moi, nous soyons demain conseillers du président des États-Unis. On lui dirait, écoute, Joe Biden, lève les sanctions, puisqu'après tout, les sanctions, c'est la faute des Américains, puisque les Américains étaient dans l'accord, Trump est sorti de l'accord. Tu lèves les sanctions. On lève les sanctions demain. Est-ce que pour autant, les Iraniens rembobineront le film à l'envers et reviendront au stade où ils étaient en 2018 du point de vue de l'avancée de leur programme nucléaire? Je ne pense pas. Je ne le pense pas du tout. Et donc c'est bien ça, c'est là le problème, c'est que les Iraniens qui avaient intérêt à cet accord en 2015, qui voulaient se tourner vers l'Occident, vers les Américains, les Européens, pour faire du commerce, aujourd'hui, ils ont une autre possibilité qui est la Chine. Cet accord avec les Américains, avec les Européens, il a failli, les Américains s'en sont retirés, donc il y a l'idée chez les Iraniens que les Américains ne sont pas fiables. Pourquoi signer un nouvel accord avec des gens qui renient leurs paroles? Et puis sur le plan économique, ça n'a pas changé grand-chose à la situation de l'économie iranienne. Les Européens ont hésité à investir, etc. Aujourd'hui, les Iraniens se sont tournés vers la Chine, vers l'Est. Et l'Iran, qui était une grande puissance, qui depuis le XVIIIe siècle cherchait à se tourner vers l'Ouest pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire pour s'inspirer de la modernité européenne et pour aussi parfois être dominé par les États-Unis, puis ensuite se retourner contre les États-Unis, il semble que les Iraniens, en tout cas ceux qui dirigent aujourd'hui, aient fait un autre choix, ce partenariat qui est considérable avec la Chine, un accord de 25 ans, militaire, économique, 400 milliards d'investissements chinois dans l'économie iranienne, et je ne suis pas sûr qu'ils ont aujourd'hui besoin d'un accord économique avec les États-Unis et les Européens, qui sera toujours un accord conflictuel, qui les soumettra à des conditions auxquelles les Chinois ne les soumettent pas. Et donc là, j'ai vraiment une véritable interrogation sur la possibilité, un jour, de reprendre les négociations, et sur le fait que finalement, le programme iranien, que les Iraniens avaient accepté de geler, de retarder entre 2015 et 2018, il a pris son envol, et je ne suis pas sûr qu'on pourra l'arrêter. Alors, on parlait de la fermeté des Américains face aux Iraniens, dans leur riposte, donc contre des cibles pro-iraniennes en Syrie, mais il y a aussi la fermeté des Américains face aux Saoudiens aujourd'hui. Et on note une très nette tension avec la publication du rapport qui incrimine totalement Mohammed ibn Salman, qui l'accuse d'être responsable directement de l'assassinat du journaliste Adnan Khashoggi. Quelle est la stratégie des Américains aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, face aux Saoudiens, ne pas tempérer, même avec un tel rapport, et poser sur la table ce rapport accablant, et puis aussi évoquer les problématiques des droits de l'homme? Pourquoi ne pas tempérer alors que les Saoudiens sont inquiets? Écoutez,
Moi, je trouve que la position américaine n'est pas très dure parce que bon, il y a ce rapport qui est sorti. Tout le monde savait la responsabilité de MBS dans l'assassinat de ce journaliste. Tout le monde était au courant. Tout le monde. Bon, il n'y a rien appris. Apparemment, il y a pas grand-chose de très nouveau dans la mise en cause personnelle de MBS. Mais on sait très bien que rien ne pouvait se faire sans lui. Et ça, c'est officialisé. Et d'une certaine manière, Biden montre sa différence avec Trump, c'est-à-dire un souci des droits de l'homme que Trump n'avait pas. Voilà. Donc il montre ça et en même temps. Ça peut aller jusqu'à des sanctions. Ça peut aller jusqu'à des sanctions comme je ne crois pas. En tout cas, apparemment, Anthony Blinken a dit que on ne remettrait pas, les Américains ne confondaient pas la question d'un homme, d'une personne qui pouvait avoir mal agi, avec la relation historique et fondamentale entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mais c'est juste pour montrer aux Saoudiens qu'il y aura toujours une alliance, mais ça ne sera plus, disons, ça sera plus la passion et ça sera plus les embrassades et la passion comme ça pouvait exister avec Trump. Et ça sera pareil avec Israël aussi. Alors justement, avec Israël, et il nous reste une minute, je voudrais votre appréciation. On parle d'une possible normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite sans la médiation des Américains. Vous pensez que c'est possible dans un proche avenir ? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je pense que rien ne peut se faire sans les Américains. La normalisation de fait officieuse, elle est faite avec les Saoudiens, évidemment. Il y a une coopération militaire, souterraine, des services de renseignement qui existent. Maintenant, est-ce que l'Arabie Saoudite va pouvoir demain officialiser un accord avec Israël aux yeux, pas tellement de sa population, puisque la population ne compte pas tellement, mais aux yeux de l'ensemble du monde arabe et du monde musulman, sans qu'un geste ait été fait par rapport aux Palestiniens, ça me semble peu probable dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est un chantier qui est là, qui est sur la table, mais ça me semble peu probable dans l'immédiat. Eh bien, merci beaucoup Michel Tobin d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier brûlant, donc de ce qui se passe actuellement dans le Golfe Persique et en tout cas dans notre région. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée à vous.